Vous connaissez forcément ce tiroir. Celui qui se trouve juste à côté du plan de travail, souvent coincé sous le poids d'une dizaine d'objets en plastique orange ou en chrome que plus personne n'est capable d'identifier. Un appareil à ressort pour percer les œufs, un truc en fil de fer pour couper les tomates, ou un gadget incurvé pour les bananes qui ne faisait qu'une seule chose, et qui la faisait mal. Les années 1970 et 1980 ont été l'âge d'or du gadget de cuisine à usage unique, et la France est tombée en plein dedans. À chaque anniversaire, à chaque Noël, ou à chaque ouverture du catalogue de la Redoute ou des Trois Suisses, un nouvel ustensile promettait de révolutionner notre façon de peler, trancher, vider ou décorer nos plats. La majorité a fini au fond de ce fameux tiroir chez nos grands-mères, jamais utilisé, mais surtout jamais jeté. Pourquoi ce phénomène est-il si important aujourd'hui? Parce qu'en observant ces objets, on comprend comment nos cuisines modernes se sont construites et comment l'industrie nous a fait croire que cuisiner exigeait une technologie pour chaque aliment. À la fin de cette vidéo, vous saurez identifier ces reliques, vous comprendrez pourquoi vos aïeux refusaient de s'en séparer et, surtout, vous découvrirez comment faire le tri entre le génie de l'époque et le pur marketing pour ne plus vous faire piéger aujourd'hui. Pour comprendre comment nos cuisines ont été envahies par ces objets insolites, il faut se replonger dans le contexte des 30 Glorieuses et de l'après-guerre en France. C'est l'époque de l'explosion de la société de consommation, de l'arrivée du plastique moulé et de l'accès de la classe moyenne aux grands magasins. La cuisine, autrefois lieu de labeur traditionnel, devient un symbole de modernité et d'émancipation. L'argument de vente était toujours le même: gagner du temps et professionnaliser les gestes de la ménagère. On peut classer ces objets en 3 grandes catégories. D'abord, les gagne-temps, comme le coupe-œuf ou le tranche-banane, censés accélérer la préparation quotidienne. Ensuite, les ustensiles de prestige, souvent importés ou inspirés de la grande cuisine, comme le moule à beurre ou le vide-pomme à manivelle, destinés à impressionner les invités lors du repas du dimanche. Enfin, les appareils technologiques, comme le gaufrier croque-monsieur ou la machine à boisson gazeuse, qui promettaient de reproduire des produits industriels directement à la maison. La grande différence entre ces gadgets et les outils traditionnels comme le couteau d'office ou l'économe, c'est leur rigidité. Un couteau fait tout, alors qu'un coupe-avocat ne sert qu'à l'avocat et devient totalement inutile si le fruit n'a pas la taille standard prévue par l'usine. Prenons quelques exemples mémorables qui trônent encore dans les buffets Formica de nos mamies. En tête, le perce-seuf à ressort. Un petit cône en plastique orange où l'on pressait l'œuf pour faire un trou microscopique afin d'éviter qu'il n'éclate à la cuisson. Est-ce que ça marchait? Le débat fait encore rage, alors qu'un simple d'escougui ou de cuillère faisait l'affaire. Vient ensuite le tranche-banane en plastique rigide. Il suffisait d'appuyer sur le fruit pelé pour obtenir des rondelles parfaites. Le problème, c'est qu'aucune banane n'a la même courbure. Résultat, la moitié du temps, le gadget transformait le fruit en une bouillie jaunâtre infâme. Pensons aussi au cuiseur à œufs en porcelaine, le fameux coquetier passe-partout où l'on cuisait l'œuf au bain-marie avec de la crème. C'était le comble du chic pour les repas du soir. Mais la texture finissait souvent caoutchouteuse et le nettoyage s'avérait être un cauchemar, le blanc d'œuf cuit se collant à la porcelaine comme de la glu. Sans oublier l'indéboulonnable friteuse ou le fameux appareil à croque-monsieur électrique qui scellait le pain en triangle brûlant. Si la texture croustillante et le fromage fondu étaient au rendez-vous, le débordement de fromage transformait l'appareil en bloc de charbon impossible à décaper, le reléguant au placard pour les 30 années suivantes. Alors, que faire si vous retrouvez ces objets ou si vous voulez recréer cette ambiance vintage sans encombrer votre cuisine? Le premier conseil pratique est de redécouvrir le minimalisme culinaire. Pour reproduire l'effet visuel de ces gadgets à la maison, vous n'avez besoin que d'un bon couteau de chef bien aiguisé et d'un économe de qualité. Par exemple, pour obtenir de parfaits petits cubes ou des tranches régulières de fruits, la technique du couteau est plus rapide que de sortir, installer et laver un appareil à manivelle. L'erreur fréquente de nos grands-mères était de stocker ces outils au cas où, sous prétexte qu'ils avaient coûté cher à l'achat. Pour économiser de l'argent et de l'espace aujourd'hui, appliquez la règle des 3 utilisations. Si un ustensile ne peut pas servir pour au moins 3 ingrédients différents, ne l'achetez pas. Si vous possédez un vieil appareil à croque-monsieur
ou un moulin à légumes manuel de l'époque, ne les jetez pas. Ces outils en fonte ou en plastique lourd des années 70 sont souvent bien plus robustes que leurs copies modernes. Nettoyez-les simplement à l'eau chaude avec un peu de bicarbonate de soude pour leur redonner une seconde jeunesse. En fin de compte, ces gadgets de cuisine oubliés témoignent d'une époque formidable d'innovation, d'optimisme et parfois de pure folie commerciale. Ils nous rappellent que la cuisine est avant tout une affaire de gestes et de patience, et non de technologie superflue. Voici votre checklist compacte pour désencombrer votre cuisine ou chiner efficacement en brocante. Identifiez les outils à usage unique. Testez la solidité des ressorts et des plastiques d'époque si vous collectionnez. Et privilégiez toujours les outils polyvalents en inox ou en bois. Et vous alors? Quel est le gadget le plus insolite ou le plus inutile qui dort encore dans le tiroir de votre cuisine ou de celle de vos grands-mères? Est-ce le coupe-œuf, le fameux moulin à fromage rotatif ou l'appareil à soda vintage? Racontez-moi vos souvenirs et vos trouvailles dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Pour bien comprendre comment nos cuisines françaises ont fini par être colonisées par cette armée d'ustensiles en plastique orange et en chrome, il faut plonger dans l'ambiance des 30 Glorieuses et des années 1970. C'est l'époque de l'explosion de la société de consommation, du triomphe du formica et de l'arrivée massive des femmes sur le marché du travail. Du jour au lendemain, la cuisine française traditionnelle, celle des mijotés, qui durent des heures et des gestes transmis de mère en fille, doit s'adapter à un nouveau rythme de vie. Les publicitaires l'ont immédiatement compris et ont surfé sur une promesse irrésistible: la modernité scientifique au service du foyer. On disait à nos grands-mères que pour être une cuisinière moderne, efficace et épanouie, il fallait un outil technologique pour chaque aliment. C'est ainsi qu'est né le concept du gadget à usage unique. Si l'on classe ces objets qui dorment au fond du tiroir, on découvre une typologie fascinante de la vie domestique de l'époque. En premier lieu, il y a les accélérateurs du quotidien, comme le coupe-œuf en rondelle ou le tranche-banane. Ces objets en plastique bas de gamme promettaient de faire gagner des secondes précieuses sur la préparation de la salade, composée du dimanche soir, ou du goûter des enfants. Ensuite, on trouve les ustensiles de standing mondains, directement inspirés de la bourgeoisie ou de la grande cuisine de restaurant, mais démocratisés pour la classe moyenne. C'est le cas du moule à beurre qui façonnait des coquillages parfaits, du vide-pomme rotatif ou du couteau électrique à rôti. Posséder ces objets, souvent offerts lors des mariages ou achetés sur catalogue comme La Redoute ou Les Trois Suisses, c'était afficher sa réussite sociale lors des repas de famille. Enfin, il y avait la catégorie des gadgets exotiques, apparus lorsque la cuisine française a commencé à s'ouvrir timidement sur le monde. Dès qu'un fruit inconnu ou qu'un plat étranger pointait le bout de son nez sur les étals des premiers supermarchés, comme l'avocat ou le kiwi, l'industrie créait instantanément un outil spécifique pour rassurer les ménagères face à cette nouveauté. La grande différence entre ces innovations marketing et les véritables outils de la gastronomie française, comme le couteau d'office, le couteau de chef ou l'économe, réside dans leur rigidité absolue. Un bon couteau s'adapte à tout, tandis que le gadget des années 70 refuse de coopérer si l'aliment n'entre pas exactement dans son moule préfabriqué en usine. C'est précisément cette rigidité qui a condamné ces objets à une retraite anticipée au fond des placards. Passons maintenant à l'analyse détaillée de ces spécimens qui ont fait vibrer les cuisines de nos grands-mères, et voyons pourquoi la théorie marketing s'est fracassée contre la réalité de la gastronomie française. Le premier cas d'école, c'est l'appareil à croque-monsieur électrique, souvent de la marque Tefal ou Moulinex, apparu au milieu des années 70. Le croque-monsieur est un monument du bistrot parisien. Du pain de mie, du jambon, du gruyère, et normalement un passage sous le grill du four pour garder le moelleux. Le gadget, lui, proposait de sceller les bords du pain en 2 triangles parfaits sous une chaleur extrême. Le résultat? Une texture de pain compactée, presque vitrifiée, qui emprisonnait un fromage fondu transformé en lave en fusion, capable de vous brûler le palais pour le reste de la journée. De plus, au moindre millimètre de décalage du pain, le fromage coulait sur les plaques, cuisait instantanément et se transformait en une croûte noire carbonisée impossible à nettoyer, condamnant l'appareil à finir sa vie au grenier. Autre exemple fascinant, le couteau électrique pour le rôti du dimanche.
Le rôti de bœuf ou le gigot d'agneau demande une découpe précise, respectant les fibres de la viande pour préserver le jus et la tendreté. Le couteau électrique, avec ses 2 lames crantées qui vibraient à toute vitesse dans un bruit de perceuse de dentiste, ne coupait pas, il sciait. Au lieu de magnifiques tranches fines, on se retrouvait souvent avec une viande déchiquetée, essorée de son jus à cause des vibrations, et une tablée plongée dans le silence tellement le moteur hurlait. Grand-père finissait toujours par reprendre le vieux couteau de cuisine, bien aiguisé en marmonnant contre le progrès. On peut aussi parler du fameux moulin à légumes rotatif de type moulinex pour la purée. Si cet outil en inox ou en plastique était redoutable pour écraser les pommes de terre, le nettoyage des grilles demandait une patience infinie pour déloger l'amidon séché. Enfin, comment ne pas évoquer le coupe-œuf en rondelles avec ses fils de fer fin? Conçu exclusivement pour les œufs durs de la traditionnelle salade piémontaise ou des œufs mayonnaise, ce gadget ne supportait aucune approximation. Si l'œuf était un peu trop gros ou pas assez cuit, les fils se détendaient, le jaune s'écrasait en bouillie et l'ustensile devenait totalement inutilisable. Ces exemples montrent bien la différence fondamentale avec les ustensiles classiques. Là où les méthodes traditionnelles s'adaptaient à la texture et à la noblesse des produits français, le gadget jetable imposait sa loi industrielle, quitte à massacrer le plat. Alors, comment appliquer les leçons de cette époque à notre façon moderne de cuisiner, tout en économisant de l'argent et de l'espace? Le premier secret des grands chefs français pour réussir un plat sans s'encombrer, c'est la maîtrise du geste plutôt que l'accumulation d'outils. Prenez l'exemple de la fameuse purée de pommes de terre maison. Au lieu de courir après un presse-purée spécifique ou un moulin rotatif qui va passer 6 mois au fond d'un placard, vous pouvez parfaitement écraser vos pommes de terre cuites à la fourchette ou avec un pilon en bois traditionnel. Non seulement vous économisez l'achat d'un plastique inutile, mais vous contrôlez parfaitement la texture pour obtenir une purée à l'ancienne bien rustique. Pour la découpe d'une salade de tomates ou de fruits, apprenez à aiguiser vos couteaux. Un couteau d'office bien affûté remplace à lui seul le tranche-banane, le coupe-tomate et le vide-pomme. C'est l'investissement le plus rentable pour votre cuisine. Côté conservation et économie, l'erreur fréquente avec les gadgets des années 70 était de les acheter pour céder à une mode éphémère. Si vous voulez tester une nouvelle recette à la mode, utilisez d'abord ce que vous avez sous la main. Ne vous jetez pas sur une machine à fondue électrique si vous ne faites une fondue savoyarde qu'une fois par an au cœur de l'hiver. Une simple casserole en fonte émaillée ou un poêlon classique posé sur un dessous de plat fait parfaitement l'affaire et maintient le fromage au chaud tout aussi bien. Pour associer intelligemment vos ustensiles, appliquez la règle d'or du minimalisme culinaire. Un outil doit être multitâche. Un bon fouet en inox vous servira pour la pâte à crêpes, la mayonnaise et les blancs en neige. Pas besoin de 3 batteurs différents. Enfin, pour ne pas vous tromper lors de vos futurs achats, méfiez-vous des innovations qui promettent de révolutionner une tâche qui prend déjà moins de 2 minutes à la main. Laver un appareil complexe prend souvent 3 fois plus de temps que de peler un légume au couteau. Si vous chinez en brocante et que vous craquez pour le charme vintage d'un vieil ustensile moulinex en fonte ou d'un robot des années 70, vérifiez simplement l'état des joints et nettoyez le tout avec un mélange d'eau tiède, de vinaigre blanc et de bicarbonate de soude. Ces objets d'époque étaient bâtis pour durer, contrairement aux gadgets jetables d'aujourd'hui. Et ils méritent une seconde chance si leur utilité est réelle. En fin de compte, cette armée de gadgets oubliés qui hante encore les cuisines de nos grands-mères raconte une histoire fascinante. Elle témoigne d'une époque de transition où la France voulait conjuguer le prestige de sa gastronomie traditionnelle avec le rythme effréné de la modernité industrielle. Ces objets nous rappellent surtout que la bonne cuisine n'a jamais été une question de technologie jetable ou de marketing visuel, mais bien une affaire de bon sens, de bons produits et de gestes maîtrisés. Pour vous aider à faire le tri aujourd'hui et ne plus jamais vous faire piéger par la nouveauté de l'année, voici votre mini-checklist compacte et indispensable. Premièrement, appliquez la règle de la polyvalence. C'est-à-dire qu'un outil doit pouvoir servir pour plusieurs recettes différentes. Si c'est uniquement pour les avocats ou les bananes, laissez-le au magasin. Deuxièmement, calculez le temps de nettoyage par rapport au temps d'utilisation. Si laver l'appareil prend plus de temps que de couper l'aliment avec un simple couteau, c'est un piège. Troisièmement,
Privilégiez toujours la robustesse des matériaux traditionnels comme l'inox, la fonte ou le bois, plutôt que les plastiques fins qui casseront au premier rôti un peu trop fermes. Et enfin, si vous possédez de vieux appareils Moulinex ou Ebb hérités de vos aïeux qui fonctionnent encore, gardez-les précieusement, car leur ingénierie était faite pour traverser les siècles. Maintenant, c'est à vous de jouer et de faire vivre la communauté. Quel est le gadget le plus absurde, le plus inutile ou au contraire le plus génial qui dort encore au fond de votre tiroir de cuisine ou dans le buffet en formica de vos grands-mères? Est-ce que le fameux perceuf à ressort a déjà sauvé un de vos petits déjeuners? Ou est-ce que le couteau électrique parental a définitivement massacré le rôti de bœuf familial? Racontez-moi vos meilleures anecdotes culinaires et vos souvenirs d'enfance dans les commentaires ci-dessous. J'ai vraiment hâte de vous lire et d'échanger avec vous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun secret de l'histoire de notre alimentation. Et à très vite pour un prochain épisode de Food Explained.